Ma femme, Béatrice, s'est plantée devant moi, le regard dur. Bon, Jacques, maintenant tu sais. Je préférerais faire ça autrement, mais autant en finir tout de suite. Tu as deux options, soit tu sauves ce qui reste de ce mariage en acceptant la situation, soit je demande le divorce et je te plume jusqu'au dernier centime. Tu choisis quoi? Un sourire mauvais s'est dessiné sur mes lèvres. Je choisis la porte numéro 3, j'ai répondu. Ce dimanche soir, vers 17h30, Béatrice est rentrée à la maison. Elle a jeté son sac et ses clés sur un fauteuil avant de se diriger vers notre chambre. Je ne sais pas si elle m'a vu dans le salon, mais ça n'avait aucune importance. Ces dernières années, j'étais devenu quasiment invisible pour elle. Je me suis levé et j'ai ramassé son trousseau de clés. J'en ai retiré le double des clés de ma voiture, puis j'ai ouvert son sac. J'ai pris son téléphone portable et son portefeuille. J'ai vidé tout l'argent liquide et j'ai pris toutes ses cartes de crédit. J'ai tout mis dans ma poche. Pour faire bonne mesure, j'ai aussi pris son permis de conduire. Puis, je suis retourné m'asseoir dans le salon. 15 minutes plus tard, Béatrice est revenue, élégamment habillée. En me voyant, tout en passant la lanière de son sac sur son épaule, elle a lancé « Je sors avec les filles du bureau. » Ne m'attends pas. Non, tu ne sors pas avec les filles du bureau, ai-je rétorqué. Jacques, tu devrais savoir que tu ne me contrôles pas. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas sortir. J'ai dit que tu ne sortais pas avec les filles du bureau. Tu vas retrouver ton petit ami, alors arrête de me mentir. Béatrice est restée silencieuse quelques secondes. Puis, elle a marché d'un pas décidé vers moi et m'a lancé son ultimatum. Bon, Jacques, maintenant tu sais. Je préférerais faire ça autrement, mais autant en finir tout de suite. Tu as deux options, soit tu sauves ce qui reste de ce mariage en acceptant la situation, soit je demande le divorce et je te plume jusqu'au dernier centime. Tu choisis quoi? Je choisis la porte numéro 3, j'ai répondu avec un sourire. Ne sois pas ridicule. Il n'y a pas de porte numéro 3. Soit tu acceptes que j'ai un amant, un vrai homme, pour changer, ou soit tu te prépares à en subir les conséquences. Et je dis bien subir. Je me suis levé, j'ai marché vers elle, j'ai attrapé ses épaules et je l'ai plaquée contre le mur. J'ai fait glisser sa bague de fiançailles et son alliance de sa main gauche. Mon visage à quelques centimètres du sien, le regard vide, j'ai murmuré, aussi, il y a bien une porte numéro 3. Elle est juste là. C'est ma porte d'entrée. Et quand tu la franchiras, ce sera pour la dernière fois. Tu pars avec les vêtements que tu as sur le dos, et tu ne remets plus jamais les pieds ici. Tu n'auras pas un centime de plus de mon argent. Tu vas perdre ton mari, ta fille, ta maison, ton argent, ta voiture et, à terme, ton travail. Tu vis dans un monde imaginaire, Jacques, a-t-elle balbutié, nerveuse. Mon avocat va te démolir. Je te fais envoyer les papiers du divorce au travail demain. Si tu me touches, tu souffriras encore plus. Je l'ai tiré du mur et je l'ai emmené de force vers la porte d'entrée. Trébuchant sur ses talons hauts, elle hurlait des choses incompréhensibles pendant que je la poussais dehors. Elle a failli perdre l'équilibre. Son sang-froid avait complètement disparu. De tout notre mariage, je n'avais jamais levé la main sur elle, et elle ne savait pas comment réagir. Debout dans le jardin, elle a commencé à retrouver contenance. C'est à ce moment-là que j'ai refermé la porte et que j'ai tourné les nouvelles serrures. Pendant que Béatrice s'éloignait en voiture, j'ai passé le premier de mes 2 appels. J'ai appelé ma fille de 19 ans, Pauline, à l'université. Ma chérie, c'est papa. La situation avec ta mère a atteint un point de non-retour. Elle va probablement vivre chez son petit ami, et je voulais être le premier à t'en parler. Je veux que tu saches que j'ai enregistré notre dernière conversation, ainsi que des heures et des heures de nos disputes précédentes. Tu peux les écouter quand tu veux. Souviens-toi que tu as accès à la vérité quand elle essaiera de déformer les choses et de me faire porter le chapeau. Et elle le fera. Ma puce, la vérité, c'est que ta mère est une femme adultère. Je ne sais pas combien de fois elle a été avec d'autres hommes, mais cette fois, elle en a trouvé un pour qui elle est prête à détruire notre famille. Et comme je te l'expliquerai bientôt, ça signifie probablement que c'est quelqu'un d'assez dangereux. Alors, sois très prudente avec ta mère. J'ai ensuite demandé à Pauline si elle pouvait rentrer à la maison le week-end pour qu'on puisse discuter et qu'elle puisse écouter les enregistrements si elle le souhaitait.
Elle a accepté de venir le vendredi après-midi. Mon deuxième appel était pour Martine, notre voisine au bout de la rue. C'était une veuve de guerre d'environ 35 ans. Martine, c'est Jacques. Si ta proposition tient toujours, j'aimerais l'accepter. Tu peux passer dans 1 heure? Je déteste les longs récits de mariage ratés, alors je vais faire court. Béatrice et moi nous sommes rencontrés et mariés au début de la vingtaine. Nous avons eu une fille, Pauline. Tout s'est bien passé pendant quelques années, mais la nouveauté s'est vite estompée pour Béatrice. Elle est devenue acariâtre de la pire espèce. Une râleuse, une manipulatrice, une autoritaire. J'ai fait de mon mieux pour ne rien dire et améliorer les choses pour elle, mais plus j'essayais, pire c'était. Je crois maintenant que j'ai contribué à mon propre malheur en essayant de l'apaiser pendant toutes ces années. J'aurais dû faire les choses différemment et prendre le contrôle de la situation bien plus tôt. Et maintenant, à 45 ans passés, tout avait complètement déraillé. Quand j'ai commencé à avoir des soupçons, j'ai mené ma petite enquête et j'ai rapidement découvert l'existence de son petit ami. Le résultat était stupéfiant. Elle s'était mise avec un ex-tôlard baraqué, réputé pour sa violence envers les femmes. Je ne pense pas que Béatrice le savait au début, mais son amant avait au moins 2 autres femmes sous le coude quand elle est arrivée. Le type s'appelle Sylvain, et bien sûr, on le surnomme Sly. J'étais abasourdi en apprenant ça, mais d'une certaine manière, c'était aussi parfaitement logique. Alors, quand j'ai su que le mariage était vraiment terminé, un immense soulagement m'a envahi et j'ai commencé à tout planifier. J'ai lu des histoires où le mari trompé prend la moitié de l'argent. Pas moi. J'ai pris chaque foutu centime que je pouvais trouver, y compris tout le liquide qui traînait à la maison. J'ai changé les serrures, bien sûr, et j'avais prévu d'énerver Béatrice au maximum en un minimum de temps. Mon mariage m'avait beaucoup appris sur ses réactions, et j'allais utiliser son tempérament contre elle. C'était une femme dangereuse à bien des égards, mais cette fois, elle allait aussi être un danger pour elle-même. Ma planification avait en fait commencé bien avant que je ne découvre son amant. Depuis 2 ans, je nous enregistrais à chaque dispute. Elle pensait que l'appareil que j'avais toujours sur moi était un simple lecteur MP3. En réalité, je constituais une bibliothèque de ses crises pour avoir des preuves. Je savais que personne ne me croirait sans ça, car elle ne me maltraitait verbalement que lorsque nous étions seuls. Devant les autres, y compris notre fille, elle était un ange. Je voulais pouvoir la démasquer aux yeux de tout le monde, famille et amis compris. Le lundi suivant notre confrontation, j'ai organisé une petite fête dans la salle de pause de mon entreprise. Une grande bannière proclamait « Joyeux divorce ». J'avais préparé un gâteau et de la glace, et j'attendais avec impatience l'arrivée de l'huissier. Par chance, c'est une jeune femme un peu ronde qui est venue me remettre les papiers. Mes collègues et moi avons pris des tas de photos pour célébrer l'événement. On m'a pris en photo en train d'accepter les papiers et d'embrasser l'huissière sur la joue, un chapeau de fête sur la tête. Une autre photo me montrait lui donnant une bouchée de gâteau, tous les 2 souriants. Quand la fête fut terminée, j'ai envoyé les photos par email à Béatrice. J'ai ajouté quelques photos de moi et Martine, ma voisine, dans mon lit, les draps remontés jusqu'au cou, un grand sourire aux lèvres. J'espérais que Béatrice remarquerait ces alliances à la main gauche de Martine, posées sur ma poitrine. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel furieux. Menteur. Mon avocat va te dévorer tout cru avec ses photos. Quel idiot tu fais. Peu probable, Béatrice. Il n'y a rien d'obscène ou de compromettant sur ces clichés. Pas de nudité, juste 2 voisins qui font une blague. Des photos pour rire, c'est tout. On verra ça, Jacques. Je passe à la maison ce soir pour récupérer quelques affaires. Je préférerais que tu ne sois pas là. Si je ne suis pas là, tu ne pourras pas rentrer. Toutes les serrures ont été changées. Si tu veux quelque chose, tu dois arriver bien avant 18h45. Martine et moi avons un rendez-vous à 19h, et je ne veux absolument pas être en retard. La nuit dernière, j'ai vécu la meilleure expérience de ma vie, et ça va continuer ce soir. Puis j'ai raccroché et je n'ai pas répondu à ces 5 appels suivants. À 16h30, je me suis rendu sur le parking du travail de Béatrice. Je voulais y être avant que les gens ne sortent. Je m'étais assuré qu'il n'y avait pas de surveillance sur le parking. Ce que j'avais à faire prendrait moins d'1 minute. Je me suis garé à côté de sa voiture et, discrètement, j'ai sectionné les valves de ses 4 pneus avec une pince coupante.
Oh oui, elle allait être furieuse. Et en plus, elle n'arriverait jamais à faire réparer ça à temps pour être à la maison avant 18h45. Pourtant, elle est arrivée vers 18h35. Apparemment, quelqu'un l'avait déposée, donc je savais qu'elle était désespérée à l'idée de rentrer dans la maison. Après tout, j'avais vu des reçus pour des vêtements que je savais qu'elle n'avait pas ramenés à la maison, elle devait donc en avoir plein chez son amant. Elle voulait forcément autre chose. Je suis sorti par la porte de derrière et je me suis précipité chez Martine, laissant Béatrice frapper à la porte d'entrée et hurler. Quand je suis rentré ce soir-là, la vitre de ma porte d'entrée était brisée, et il y avait du sang partout. Après avoir visionné la vidéo de surveillance du Porsche, j'ai appelé la police. La vidéo montrait Béatrice en train de défoncer la vitre avec un démonte-pneus, probablement pris dans la voiture de son ami. On l'entendait clairement menacer de me tuer pendant qu'elle brisait le verre et passait son bras à l'intérieur. Malheureusement pour elle, le verrou que j'avais installé nécessitait une clé des deux côtés. En retirant son bras, elle s'est gravement entaillé l'avant-bras, ce qui a provoqué une nouvelle série de cris et de menaces de sa part. J'ai immédiatement signalé l'incident à la police, et l'un des agents m'a aidé à remplir une demande d'ordonnance de protection. Le lendemain matin, Béatrice recevait une injonction lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de la maison. Dire qu'elle était furieuse serait un euphémisme. Mais à quoi tu joues, espèce d'abruti ? C'est comme ça que son appel suivant a commencé. Elle était livide et m'a menacé à nouveau. J'ai enregistré toute la conversation, à son insu. Quelques heures plus tard, une fois calmée, elle a rappelé. Elle a dit qu'elle envoyait son amie Laurence ce soir-là pour récupérer certaines de ses affaires. Mais qu'est-ce qu'elle veut si désespérément récupérer ? Me suis-je demandé. J'ai accepté de recevoir Laurence à 17h30 ce mardi-là. J'ai quitté le travail un peu plus tôt pour installer une caméra vidéo dans ma chambre, avec un moniteur dans la chambre d'amis. Laurence est arrivée à l'heure, et j'ai été extrêmement cordial. Je me suis assis sur le lit pendant qu'elle mettait des vêtements dans 2 grands sacs poubelles noirs. Elle m'a regardé nerveusement, puis m'a demandé si je pouvais lui apporter un verre d'eau de la cuisine. J'ai souri et je suis allé dans la chambre d'amis. Dès que j'ai regardé le moniteur, j'ai vu Laurence glisser discrètement une boîte à chaussures du placard dans le sac le plus proche d'elle. Puis elle a repris sa sélection de vêtements. J'ai rapidement pris un verre d'eau et je suis retourné dans la chambre. Je pense que ça ira, a-t-elle dit. Tu veux bien prendre ce sac, et je prends celui-là. Oh, celui-là a l'air plus lourd, Laurence. Laisse-moi le prendre, ai-je répondu. Non, ça va aller. Prends juste l'autre. D'accord. Il y a quelque chose dans celui-ci que je devrais savoir, Laurence ? Ai-je demandé alors qu'elle commençait à s'agiter en traînant son sac vers la porte. Je lui ai attrapé le poignet et j'ai ouvert le sac. Ce ne sont que des vêtements et des affaires dont Béatrice a besoin, dit-elle anxieusement. Tu es une très mauvaise menteuse, Lo. Qu'est-ce que c'est que cette boîte que je sens au fond ? Tu veux m'en parler ? J'ai sorti la boîte à chaussures et je l'ai ouverte. Elle était remplie de liasses de billets de 50 et 100 $, tous d'apparence usée. Laurence, tu essaies de me voler. Je me suis levé, je lui ai tordu le bras derrière le dos et je l'ai conduite vers la sortie. C'est l'argent de Béatrice. Elle m'a envoyé le chercher. Je ne vole rien du tout. Eh bien, tu es venu chez moi pour prendre des vêtements, et je t'ai surprise en train de partir avec une boîte d'argent. J'appelle ça du vol. Je n'ai pas vu le nom de Béatrice sur cette boîte. Tu es une voleuse, Laurence. Je vais appeler les flics tout de suite. Non, Jacques, ne fais pas ça. Je ne peux pas aller en prison. J'ai des enfants et un mari, bon sang. J'ai fait asseoir Laurence sur le canapé et je me suis mis juste en face d'elle. Laurence, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Je pensais que tu étais mon amie aussi, mais maintenant je sais que tu es une voleuse. Elle m'a supplié encore et a commencé à pleurer. Si tu veux te racheter, tu as une seule chance. Tu vas quitter cette maison et dire à Béatrice que je t'ai surprise en train de voler. Ensuite, tu me rapporteras tout ce que tu entends ou vois, surtout ce qui concerne notre divorce ou ses activités avec Sly. Tu ne lui diras rien de notre arrangement. Béatrice prend une très mauvaise décision en se mettant avec ce minable, et tu l'aideras à s'en débarrasser si tu coopères avec moi. Et Laurence, j'ai tout filmé. Je peux appeler les flics à tout moment. À contre-cœur,
Laurence a accepté de devenir mon espionne. Dès qu'elle est partie, j'ai pris la boîte d'argent et je suis allé chez Martine. Elle a accepté de la garder pour moi jusqu'à ce que je puisse la mettre en lieu sûr, là où Béatrice ne la trouverait jamais. Je savais d'où venait probablement cet argent. La tante de Béatrice, Mabel, avait été une avare notoire. Quand elle est morte quelques mois plus tôt, Béatrice avait été sa seule héritière. Je savais que sa tante lui avait laissé un petit chalet dans une zone rurale, mais on n'avait jamais parlé d'argent. Apparemment, lorsque Béatrice a inspecté le chalet après la lecture du testament, elle avait trouvé l'argent de sa tante caché là. Quand ma femme a appelé en hurlant, j'ai enregistré la conversation, mais j'ai fait attention à ce que je disais. Cet argent est à moi, Jacques. Je veux mon foutu argent. Béatrice, je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai surpris Laurence en train d'essayer de voler de l'argent sur ma table de chevet. C'est mon argent. Tu sais très bien de quoi je parle. L'argent dans la boîte à chaussures, et il est à moi. Il vient de tante Mabel. J'en ai hérité. Eh bien, peut-être que Laurence a trouvé de l'argent dans une boîte à chaussures, mais si c'est le cas, elle a dû l'emporter avec elle. Je ne l'ai pas. Peut-être que c'est Laurence qui te l'a volé. Et si tu avais de l'argent ici dont je n'étais pas au courant, alors tu ne l'as pas déclaré sur tes impôts l'année dernière. Je le sais, puisque j'ai relu et signé la déclaration. Tu peux appeler la police pour qu'ils viennent t'enquêter, et ensuite on informera le fisc que cet argent, s'il existe, n'a pas été déclaré. Elle a raccroché brutalement. Je savais qu'il y aurait des représailles. J'avais trop appuyé sur les bons boutons pour qu'il n'y en ait pas. Elle ne pouvait pas se permettre d'être vue près de la maison à cause de l'ordonnance de protection. Comme j'avais commencé par saboter sa voiture, j'ai pensé qu'elle pourrait essayer de se venger sur la mienne. J'ai donc fait installer une caméra sur le tableau de bord, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais de bons clichés d'elle en pleine action. Alors, quand je me suis garé dans le parking le mercredi matin, j'ai installé une caméra à l'extérieur de la voiture, à l'abri des regards. Cette caméra transmettait une vidéo que je pouvais surveiller depuis mon bureau. 1 heure avant le déjeuner, je regardais mon ordinateur portable quand j'ai vu Béatrice garer sa voiture derrière la mienne, sortir et commencer à marteler ma voiture avec un marteau. Elle a brisé toutes les vitres et cabossé chaque partie de la carrosserie. J'ai grincé des dents quand la caméra l'a filmée en train de fracasser le pare-brise en hurlant « Je vais t'exploser le crâne ». J'ai appelé la police, et une voiture l'attendait à la sortie du parking. Quand je leur ai montré la vidéo dans ma Toyota démolie, ils ont menotté Béatrice et l'ont emmenée au poste. Il était évident qu'elle avait causé suffisamment de dégâts pour que ce soit considéré comme un délit grave. L'accusation de résistance à l'arrestation était la cerise sur le gâteau. En partant, elle s'est retournée vers moi avec un regard suppliant. Je l'ai juste regardé fixement. L'avocat de Béatrice m'avait appelé le mercredi pour m'informer qu'une audience devant un juge aurait lieu le jeudi à 10 h, concernant l'accès au compte commun que j'avais vidé. J'étais dans la petite salle d'audience à 9h50, me demandant si Béatrice avait payé sa caution. Elle est entrée avec son avocat pile à l'heure, un air suffisant sur le visage. Son avocat s'adressa au juge, « Votre honneur, ma cliente a été coupée des comptes bancaires qu'elle partageait avec son mari. Il a illégalement retiré tout l'argent après qu'elle a demandé le divorce. Nous demandons à la Cour une répartition à 50-50e pour le moment. Monsieur Renaud, avez-vous quelque chose à dire ? Oui, votre honneur. Ma femme adultère dispose de fonds propres considérables qu'elle détourne de nos comptes communs depuis des mois. L'argent que j'ai retiré était une compensation raisonnable puisque je suis responsable des paiements de la maison et des factures. Elle a abandonné notre mariage et a emménagé avec l'homme avec qui elle me trompe. Béatrice se leva. C'est un mensonge. Il a pris tout l'argent de nos comptes épargne et courants. Il ne m'a pas laissé un centime. Je n'ai rien. Son avocat lui attrapa le bras et la fit se rasseoir. Pendant qu'il discutait à voix basse, j'ai transmis les documents au juge. Votre honneur, voici les relevés bancaires de l'année écoulée. Vous remarquerez que jusqu'à il y a quelques mois, les montants incluent les salaires de Béatrice, surlignés en jaune. Il y a aussi des primes périodiques surlignées en orange. Puis, il y a environ 6 mois, ces chèques ont cessé d'être déposés sur le compte commun, et ces primes ont également disparu. J'ai un enregistrement de ma conversation avec son service du personnel, si vous souhaitez l'entendre, qui confirme que son virement automatique a été modifié à ce moment-là.
Le montant total détourné de notre compte commun se chiffre en milliers de dollars, votre honneur. Il est donc clair que ma femme adultère dispose de fonds importants, tous volés à notre mariage. Le juge a examiné les relevés, puis a regardé Béatrice par-dessus ses lunettes. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet, Madame Renaud? L'avocat de Béatrice se leva lentement. Votre honneur, le fait que ma cliente puisse avoir des fonds propres ne libère pas Monsieur Renaud de sa responsabilité de lui donner ce qui lui est dû. Eh bien, maître, je n'aime pas qu'on me mente. Madame Renaud a déclaré qu'elle était sans le sou, ce que je savais être des balivernes quand elle est entrée ici avec un avocat aussi cher que vous. Maintenant, nous voyons qu'elle dispose de fonds suffisants provenant de biens qui auraient dû être communautaires, et elle a tenté de tromper son mari et la cour à ce sujet. Comme Monsieur Renaud paie les factures avec ses propres fonds, je ne vois aucune raison de modifier les arrangements financiers pour le moment. Lors du règlement final du divorce, les actifs seront déclarés et partagés en conséquence. L'affaire est classée. Béatrice m'a rattrapé dans le couloir. J'ai commencé à enregistrer pendant qu'elle parlait. Je t'aurai, espèce de salaud. Je vais te détruire. Béatrice, tu n'es pas censée être à moins de 150 mètres de moi. J'appelle les flics si tu ne bouges pas. Au fait, comment tu as trouvé la garde à vue? Tu es prête à y passer beaucoup plus de temps? Tu as une accusation de délit grave qui pèse sur toi. Je sentais qu'elle voulait me frapper, mais j'ai continué à avancer dans le couloir, et elle est restée là, le poing serré, le visage rouge et déformé par la colère. Ce soir-là, je suis allé dans un bar local. Ce n'était pas mon bar habituel, mais j'y avais rencontré un type intéressant un mois plus tôt. Ce qui le rendait intéressant, c'était sa voiture pourrie. Par chance, Marc était là, à sa place habituelle au comptoir. « Salut, je me souviens de toi. Comment tu t'appelles déjà? » « Peu importe, Marc. Dis-moi, tu as toujours cette épave? » « Oh que oui. Je déteste cette bagnole. Ma femme a pris la bonne voiture quand elle s'est barrée avec ce frimeur en costume. Maintenant, la clim est en panne et je crève de chaud. Personne ne veut l'acheter, et c'est mon seul moyen de me déplacer. Elle a pris tout l'argent et mon crédit est mauvais. Ton assurance est à jour? Si oui, je pourrais peut-être t'aider à t'en débarrasser et à trouver quelque chose de mieux. Je suis tout oui, mon pote, a-t-il répondu. Imagine que tu conduis sur, disons, la rue Pasteur, et qu'un chat gris traverse soudainement devant toi. Naturellement, tu piles. Et, disons, qu'une femme te colle au train et te rentre dedans. À plus de 25 km/h, ta voiture serait bonne pour la casse. Si tu as la tête appuyée contre l'appui-tête et ta ceinture bouclée, tu n'aurais rien physiquement. L'assurance couvrirait tes pertes, et tu pourrais au moins t'acheter un véhicule avec la clim. Ouais, mais si la personne qui me percute est blessée? Je ne pourrais pas faire ça à un pauvre type, a-t-il répondu. Eh bien, je peux te garantir que la personne sera une femme infidèle, seule dans sa voiture, si tu suis mes instructions. Qu'est-ce que tu en dis? Oh mec, ce serait génial. Je ne supporte pas les gens infidèles, et j'ai vraiment besoin de me débarrasser de cette épave. Gare-toi à l'angle de la rue Pasteur et du boulevard Gambetta demain, à 17h. Regarde sur ta gauche, et quand tu vois une Miata bleue sortir du parking et se diriger vers toi, mets-toi devant elle. C'est une femme qui colle de près, alors conduis sur un ou deux pâtés de maison jusqu'à ce qu'elle soit sur tes talons. Ensuite, tu vois le chat traverser la route. Tu te prépares et tu freines d'un coup sec. Reste dans la voiture après, appelle les secours et dis-leur que tu penses avoir un léger traumatisme cervical. Et au fait, on ne s'est jamais rencontrés. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans ce bar, et on ne se connaît pas. Mec, tu es sans pitié, a-t-il répondu. Pas autant que la climatisation de ta nouvelle voiture, ai-je conclu. Le vendredi, j'ai quitté le travail plus tôt pour retrouver ma fille à la maison. Elle avait terminé ses cours et était revenue comme nous l'avions convenu. Nous avons parlé du divorce, et je lui ai fait écouter l'enregistrement de sa mère et moi, notre conversation sur la porte numéro 3. Pauline a été consternée par le ton impitoyable de sa mère et ses exigences. Puis, je lui ai fait écouter une sélection d'enregistrements des 2 dernières années, et elle a découvert une facette de Béatrice qu'elle ne soupçonnait pas. Qu'est-ce que tu sais sur ce type avec qui elle est, papa? Je sais que c'est une mauvaise nouvelle, et je veux que tu restes loin de lui. Si tu dois voir ta mère, assure-toi d'être dans un lieu public, avec du monde autour.
Je ne sais pas ce qu'il pourrait te faire pour essayer de m'atteindre. Dans tous les cas, protège-toi toujours s'il y a une chance qu'il soit dans les parages. Papa, je savais que maman et toi aviez des problèmes, mais je n'avais jamais réalisé à quel point c'était grave. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'étais prêt pour cette question. Je me suis lancé dans un long monologue pour lui expliquer ma vision des choses. En voici une version abrégée. Pauline, comme je le comprends maintenant, ta mère et moi avons des idées radicalement différentes sur le fonctionnement d'un mariage. J'y ai beaucoup réfléchi, et j'ai une théorie. Il existe 4 façons fondamentales de répartir l'autorité dans une relation. Il y a le cas où aucune des deux parties ne prend le contrôle, et les choses dérivent comme un navire sans gouvernail. Il peut aussi arriver que les deux personnes assument la responsabilité. Dans ce cas, soit ils se battent constamment pour savoir qui commande, soit ils se répartissent les tâches. C'est comme ça que j'envisageais notre relation, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Une autre façon, c'est que l'homme soit le chef. Ça peut fonctionner dans certaines conditions. Si l'homme est totalement dévoué à sa femme, ça peut être une vie de conte de fées pour elle. Ou ça peut être comme tes grands-parents maternels. Tu sais comment ta grand-mère était toujours soumise, et ton grand-père était autoritaire et parfois cruel. C'est ce que ta mère a vu en grandissant, et je pense que c'est ce qu'elle voulait dans notre relation. Alors, quand j'ai essayé de partager le pouvoir avec elle, elle a commencé à me voir comme quelqu'un de faible. Plus je la satisfaisais, plus elle me méprisait. Ce qui m'amène à la dernière possibilité, la relation dominée par la femme. Je pense que ta mère a décidé d'être le patron quand j'ai échoué à correspondre à son image de l'homme des cavernes. Elle est devenue abusive envers moi. Elle décidait de tout, et tout devait être fait à sa satisfaction. Elle me dictait littéralement comment je devais tenir un marteau ou un tournevis. C'était du micromanagement intolérable. Tu vois, quand la femme domine, il y a quelque chose qui va contre la nature humaine dans la plupart des cas. Une femme perd le respect pour tout homme qu'elle domine. C'est ce qui nous est arrivé. Quand j'ai commencé à me rebeller, elle ne m'a pas vu comme un homme qui reprenait le contrôle. À ce moment-là, elle m'avait déjà catalogué comme un faible, et elle me voyait simplement comme un enfant récalcitrant. Je ne pouvais plus jamais regagner son respect. Je pense que ce divorce est ma dernière chance d'obtenir son respect. C'est pour ça que je dois être aussi dur avec elle. Pauline, bientôt tu trouveras quelqu'un pour partager ta vie. Quand vous parlerez d'avoir des enfants, de travail, assurez-vous de parler aussi de la façon dont vous exercerez l'autorité. Assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde et qu'il y aura un respect mutuel. Sinon, vous serez tous les deux malheureux, et vous pourriez bien vous retrouver dans la situation de ta mère et moi. Je le ferai, papa, je te le promets. Un peu plus tard, le téléphone a sonné. Monsieur Renaud, ici l'hôpital. Votre femme a eu un accident de voiture. Elle est stable et pas trop gravement blessée, mais elle restera avec nous au moins cette nuit. Pauline et moi sommes allés à l'hôpital. Je l'ai laissée entrer dans la chambre la première. Elle n'est pas restée longtemps, et quand elle est sortie, l'air sombre, j'ai demandé à parler à Béatrice seule. Je soupçonnais que des mots durs avaient été échangés. Dis donc, tu as une sale mine, Béatrice, ai-je dit avec un léger sourire. Quelle semaine de merde pour toi, hein? D'abord, tu perds ton mariage, ton mari et ta maison. Ensuite, tu te prends une ordonnance de protection et tu te fais arrêter pour délit grave. Puis, tu perds l'argent sur lequel tu comptais. Maintenant, ta voiture est détruite et tu es à l'hôpital avec un poignet cassé et le visage ravagé par l'airbag. Je pense que ce divorce se passe beaucoup mieux pour moi. Va te faire voir, a-t-elle répondu. Dis-moi, Béatrice, où est le vieux Sly? Il n'est pas encore venu te voir? Ne t'inquiète pas, il est probablement avec l'une de ses autres femmes en ce moment. Elle a pâli. Tu ne savais probablement pas pour les autres quand tu as commencé tout ça, n'est-ce pas? On dirait que maintenant, tu sais. Je me demande combien de temps il faudra avant qu'il ne veuille que tu t'occupes de l'une d'elles. Je ne t'ai jamais imaginé faire ça, mais c'est probablement une bonne compétence à acquérir, vu que tu en auras besoin en prison. Je ne vais pas en prison. Mon avocat va faire abandonner ces fausses accusations. Vraiment? Parce que quand j'ai parlé au procureur, il m'a indiqué qu'il allait te charger au maximum. Il a des preuves photographiques, et les élections approchent. Il veut paraître très dur contre le crime en ce moment. Je pense qu'il demandera la peine maximale. Elle est restée là, à me fixer.
Au fait, quelle compagnie d'assurance auto as-tu choisi? L'assurance auto? Qu'est-ce que tu veux dire? On a la même que d'habitude. Tu veux dire que tu ne t'es pas assuré cette semaine quand tu as demandé le divorce? J'ai retiré ta voiture de l'assurance. Tu le savais, j'espère. Tu as exigé que ta Miata soit uniquement à ton nom, donc c'est ta responsabilité, ma chérie. Si tu n'as pas pris d'assurance cette semaine, tu es vraiment dans le pétrin. Tu auras quelques amendes à payer, les frais de remorquage, et 3 ans de mensualité à rembourser. Tu ne pourras peut-être pas te permettre un autre véhicule, et cette Miata pourrira dans une casse pendant que tu la paieras encore. Mais tu n'auras peut-être pas besoin d'une autre voiture, puisque tu n'auras plus de travail après avoir été condamné pour un délit grave. En plus, le type que tu as percuté aura peut-être des frais médicaux, et son assurance va se retourner contre toi. Et au moins, tu as ta couverture santé, n'est-ce pas? Je suis sur la tienne. Non, non. Je t'ai retiré de mon assurance santé lundi. Tu n'as pas réglé ça non plus? Ma pauvre, tu es fichue. Le trajet en ambulance, les urgences, les radios, les médecins, ce plâtre, le séjour à l'hôpital. Ça va te coûter des milliers et des milliers de dollars. Tiens, en parlant de médical, je pensais à cette fois où tu es tombé malade il y a quelques années. Tu te souviens? J'ai pris une semaine de vacances pour m'occuper de toi. Je te tenais la tête pendant que tu vomissais, et je nettoyais tout. J'ai appelé le médecin, je suis allé à la pharmacie. Une semaine plus tard, tu allais mieux, et tu as immédiatement recommencé à me harceler. Je me demande si le vieux Sly s'occupera aussi bien de toi la prochaine fois. Bon, je dois y aller. Appelle Sly quand tu penses qu'il en a fini avec son autre liaison. Bonne vie. Béatrice est restée là, pleurant, pendant que je partais. Je m'en fichais. Après ça, les choses se sont calmées pendant un moment. Je prenais des nouvelles de Laurence de temps en temps. Elle s'inquiétait de l'emprise que Sly avait sur Béatrice, et avec le temps, elle s'est éloignée d'elle. Puis, un soir, en rentrant chez moi, j'ai été plaqué au sol dans mon jardin. J'avais été assez prudent, mais je n'ai pas vu venir celui-là. Le type, qui portait un passe-montagne, m'a coupé le souffle et m'a tordu le bras dans le dos. Il m'a hurlé à l'oreille que je devais lui donner la boîte d'argent et dire au procureur d'abandonner les charges. C'était évidemment Sly. J'ai réussi à appuyer sur le bouton panique de mes clés de voiture, et l'alarme s'est déclenchée. Sly s'est énervé et m'a frappé à l'arrière de la tête. Puis il s'est levé et est parti rapidement alors que les lumières des voisins s'allumaient. J'ai crié d'appeler la police. Le pire choc est survenu le lendemain, quand j'ai raconté ça à ma fille. Papa, je ne voulais pas te le dire, mais j'ai aussi eu un problème avec Sly. Maman m'a appelé. Je lui ai dit qu'on pouvait parler, mais loin de son appartement. Elle m'a demandé de venir la chercher, mais quand je suis arrivé, elle m'a fait entrer. Puis Sly est apparu. Il a dit que comme maman ne pouvait pas très bien performer au lit avec ses blessures, je devais prendre le relais. Il a dit qu'elle lui devait ça et que j'étais le paiement. J'ai regardé ma mère, et elle a juste baissé les yeux sans rien dire. Sly a dit, dis-lui de le faire. Maman m'a regardé et a dit, s'il te plaît, ma chérie, fais ce qu'il dit. Ce ne sera pas si terrible, et j'ai vraiment besoin que tu fasses ça pour moi. Puis il s'est approché et m'a attrapé le poignet pour me faire lever. Ma main droite était sur la bombe lacrymogène dans mon sac. Au moment où il m'a tiré, je l'ai aspergé au visage. Il a hurlé, et j'ai essayé de tirer maman vers la sortie, mais elle s'est dégagée et est allée vers lui. Je n'arrive pas à croire que ma propre mère a essayé de me prostituer pour ce salaud. Je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner. Je bouillais de rage. J'ai pensé au Beretta dans ma chambre et j'ai failli aller le chercher. Ma fille m'a calmé, me disant de penser à l'avenir. Sly m'avait dit de parler au procureur, mais il ne s'attendait pas à la conversation que j'ai eue. Je lui ai fait écouter l'enregistrement de l'histoire de ma fille et je lui ai rappelé que Sly m'avait attaqué. Le procureur m'a demandé si je voulais être plus indulgent envers Béatrice. Absolument pas. Je veux que vous demandiez la peine maximale. Béatrice est sous l'emprise de ce serpent. La seule façon de l'aider est de l'éloigner de lui. Quelques mois en prison pourraient lui remettre les idées en place. Je me sentais en sécurité à la maison et au travail, mais j'étais vulnérable sur le trajet. Notre maison est située dans un lotissement à environ 15 km sur une route de campagne isolée.
Je gardais constamment le Beretta avec moi dans la voiture. Un soir, quelques jours avant le début du procès de Béatrice, j'ai vu les phares d'un pick-up derrière moi. Bientôt, il me collait au pare-choc, à 90 km/h. J'ai composé le numéro de la police sur mon téléphone et activé mon enregistreur tout en accélérant à 110 km/h. Le pick-up est resté sur moi. Je décrivais la situation en direct à l'opératrice. J'ai réalisé qu'il y avait un pont devant nous. J'ai deviné que le conducteur du pick-up essaierait de me pousser hors de la route à cet endroit. À 100 mètres du pont, le pick-up a accéléré. J'ai aperçu le visage de Béatrice sur le siège passager. J'ai freiné assez fort pour déraper, mais sans perdre le contrôle. Le camion est passé devant moi, ratant mon pare-choc. J'ai attrapé le pistolet, mon téléphone et l'enregistreur, et j'ai dévalé la pente raide sous le pont. Je me suis caché dans l'obscurité et j'ai attendu. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu une sirène. La voiture de police s'est arrêtée en voyant ma voiture. Au même moment, j'ai entendu d'autres sirènes et j'ai vu le pick-up revenir vers le pont. Je me suis jeté à terre. J'ai entendu le crissement des pneus et les policiers ordonner au conducteur de sortir. Bientôt, tout était terminé. Béatrice et Sly étaient en garde à vue, accusés de tentative de meurtre. Quand votre épouse est accusée de plusieurs crimes, le divorce se passe très facilement. Béatrice était désespérée de passer le moins de temps possible en prison. Elle m'a offert, par l'intermédiaire de son avocat, de me donner pratiquement tout en échange de mon aide. Lors de l'audience de détermination de la peine, j'ai témoigné qu'elle avait été une bonne épouse et mère jusqu'à ce qu'elle tombe sous l'influence de Sly. J'ai dit au juge qu'avec le temps, je pourrais lui pardonner d'avoir essayé de me tuer. Finalement, Sly a été condamné à une longue peine de prison. Le juge a été plus clément avec Béatrice, mais elle devrait passer au moins 3 ans derrière les barreaux avant d'être éligible à la libération conditionnelle. Cela fait maintenant environ 4 ans que Béatrice a été incarcérée. J'ai appris par le bureau du procureur qu'elle était en libération conditionnelle depuis 1 an. J'attendais de ses nouvelles. Je sais qu'elle n'est pas non plus en contact avec Pauline. La vengeance, c'est bien, mais la résolution, c'est mieux. J'ai découvert que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui s'était passé. Alors, j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai recherché mon ex-femme. Béatrice, c'est Jacques. J'ai quelque chose à toi, et je veux te le rendre. J'appelais le foyer de réinsertion où elle résidait. Béatrice, j'ai une boîte à chaussures à te donner. On peut se voir quelque part pour que je te la rende? Finalement, elle a parlé. Où? Quand? Peu importe. On peut se voir dans un restaurant, ou tu peux passer à la maison, comme tu veux. Dimanche, peut-être? Silence. Je passerai dimanche à 14 h. Le téléphone a raccroché. Comment se prépare-t-on à une rencontre avec son ex-femme, la mère de son enfant, la femme qui a essayé de vous tuer? J'ai fait de la limonade et des biscuits. J'ai ouvert la porte à Béatrice. Pas de poignée de main, encore moins une étreinte. Ses cheveux étaient beaucoup plus courts, son regard était dur. Elle faisait ses 50 ans. Sur la table basse, il y avait les boissons, les biscuits et la boîte à chaussures. Elle a refusé mes offres. D'accord. Quelle est l'arnaque, Jacques? Qu'est-ce que tu veux en retour? Il reste quelque chose dedans? Elle était toujours aussi méfiante. Pas d'arnaque, Béatrice. Tout est là, sauf quelques milliers que j'ai donnés à Pauline quand elle s'est mariée, pour la compte de sa maison. Si tu veux, elle commencera à te rembourser quand tu le souhaiteras. Je pouvais voir sur son visage qu'elle ne savait pas que Pauline était mariée. Pauline est mariée? Depuis 2 ans maintenant, et tu es grand-mère. Je voyais la tension dans ses yeux. La petite fille s'appelle Shannon Beatrice Evans. Shannon, c'est le nom de son autre grand-mère. Les yeux de Béatrice se remplissaient de larmes. Béatrice, je sais que tu n'as pas été en contact avec Pauline. Il y a un moyen pour vous deux de renouer. Si tu veux, je peux préparer le terrain. Béatrice hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je lui tendis une boîte de mouchoirs. Pauline a trouvé un gars super, Stan Evans. Il est dans l'informatique. C'est une mère formidable. Martine et moi, ça n'a pas duré. Elle était trop jeune pour moi. Je sors un peu,
mais je romps dès que ça devient sérieux. Je suis mieux seul. Il y eut un silence. J'ai des choses à dire maintenant, c'est surtout pour moi, mais tu pourrais en tirer quelque chose. J'avais hâte de te voir en prison. Je te détestais. Et puis, quand ils t'ont enfermé, mes sentiments ont commencé à changer. Je ne pouvais pas savourer ma victoire. Alors j'ai arrêté de te haïr. Même si tu ne me l'as pas demandé, je t'ai pardonné. La raison, c'est que je sais que tu n'es pas la seule responsable à 100%. Je n'ai pas réussi à te comprendre avant qu'il ne soit trop tard, et nous n'avons jamais réussi à communiquer. On ne faisait que se battre. Béatrice avait retrouvé son calme. Son regard dur était de retour. C'est à peu près tout. À moins que tu aies des choses à me dire, je ne te retiendrai pas plus longtemps. Elle se leva et prit la boîte. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée pour la première fois depuis des années, je l'ai interpellée. Ça n'a plus d'importance maintenant, mais je me demande. Tout ce temps, et surtout ce dernier jour, il était évident que tu me voyais comme quelqu'un de faible. Est-ce que tu penses toujours que je suis faible, Béatrice ? Elle s'arrêta, une main sur la poignée de porte, et se retourna. Je te déteste. Tu es cruel, et tu as détruit ma vie. Elle marqua une pause. Mais je ne pense pas que tu sois faible. Et puis, elle est partie. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à commenter ci-dessous. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Votre soutien aide vraiment la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.